En 7 acteurs qu'Orson Welles détestait avec passion. Orson Welles est né George Orson Welles le 6 mai 1915 à Kenosha, dans le Wisconsin. Il reste l'une des figures les plus énigmatiques et influentes de l'histoire de l'art et du divertissement du XXe siècle. Sa jeunesse a été marquée à la fois par le privilège et la tragédie. Son père, Richard Head Wells, était un riche inventeur et homme d'affaires, tandis que sa mère, Beatrice Ives Wells, était une pianiste talentueuse qui a nourri l'amour de son fils pour les arts. Cependant, l'enfance de Wells n'a pas été entièrement idyllique. Ses parents se sont séparés alors qu'il était jeune, sa mère est décédée alors qu'il n'avait que 9 ans et son père est décédé quelques années plus tard. Au milieu de son adolescence, Wells était effectivement orphelin. Ces expériences l'ont forcé à devenir autonome à un âge exceptionnellement précoce et lui ont inculqué un profond sentiment d'indépendance et un désir de contrôler son propre destin. Dès ses premières années, Wells a fait preuve de dons remarquables en matière de créativité et d'imagination. C'était un prodige en peinture, en dessin et en narration. Ses professeurs ont remarqué son flair pour le théâtre, sa présence imposante et son extraordinaire capacité à imiter les voix et à incarner des personnages. À la prestigieuse Todd School for Boys de Woodstock, dans l'Illinois, Wells a commencé à expérimenter le théâtre, en réalisant des productions ambitieuses qui laissaient présager son génie futur. Le directeur de l'école, Roger Hill, a reconnu son talent et lui a donné l'occasion de mettre en scène des pièces qui rivalisaient avec des productions professionnelles. À l'adolescence, Wells avait déjà la réputation d'être quelqu'un destiné à révolutionner les arts. La carrière de Wells sous les feux de la rampe a commencé avec le théâtre et la radio, des médias qui lui ont permis de fusionner les traditions classiques avec l'innovation moderne. Dans les années 1930, il a cofondé le Mercury Theatre avec John Houseman à New York. Le Mercury Theatre est devenu une compagnie expérimentale audacieuse qui a défié le public avec des interprétations novatrices de Shakespeare et d'œuvres contemporaines. Leurs productions, comme la célèbre version vaudou de Macbeth de Wells, située à Haïti, ont choqué et impressionné les critiques. À la radio, Wells est devenu un nom familier, surtout après sa diffusion désormais légendaire de La Guerre des mondes de H. G. Wells le 30 octobre 1938. L'émission a été présentée comme une série de bulletins d'information réalistes et a provoqué une panique généralisée parmi les auditeurs qui croyaient que la Terre était réellement attaquée par des Martiens. Cet événement a confirmé la réputation de Wells en tant que conteur audacieux, controversé et brillant. À seulement 25 ans, Orson Welles a fait irruption à Hollywood avec un contrat qui reste l'un des plus extraordinaires de l'histoire du cinéma. RKO Pictures lui a accordé un contrôle créatif total sur ses projets, une décision sans précédent pour un jeune réalisateur non testé. Le résultat fut Citizen Kane en 1941, un film qui allait redéfinir le cinéma lui-même. Welles a réalisé, coécrit, produit et joué dans le film, créant un chef-d'œuvre révolutionnaire qui utilisait des techniques innovantes telles que la cinématographie en profondeur de champ, la narration non linéaire, les dialogues superposés et les angles de caméra audacieux. Bien que Citizen Kane n'ait pas été un succès immédiat au box-office, les critiques ont reconnu sa brillance. Et avec le temps, il a été considéré comme peut-être le plus grand film jamais réalisé. Son personnage central, Charles Foster Kane, librement inspiré du magnat de la presse William Randolph Hearst, symbolisait l'ambition, le pouvoir et le vide qui peuvent se cacher derrière le succès, un thème qui a trouvé un écho auprès du public pendant des générations. Malgré le triomphe artistique de Citizen Kane, la carrière de Wells à Hollywood a été marquée par des conflits et des frustrations. Les studios le considéraient souvent comme trop ambitieux, trop peu conventionnel et trop peu disposé à faire des compromis. Ses films suivants, tels que La splendeur des Amberson, 1942, ont souffert de l'ingérence des studios, de larges portions de son travail étant coupées ou modifiées sans son consentement. Au fil des décennies, Wells est devenu célèbre non seulement pour ses chefs-d'œuvre, mais aussi pour la longue liste de projets qu'il n'a pas pu terminer ou qui lui ont été retirés.
Cette lutte constante avec le système hollywoodien lui a valu la réputation d'un génie non conformiste qui se battait contre les pressions commerciales. Pourtant, l'énergie créatrice de Wells n'a jamais diminué. Il a continué à réaliser, à jouer et à écrire sur plusieurs continents. En Europe, il a trouvé plus de liberté en produisant des films tels que Othello 1951, La soif du mal 1948 et Falstaff 1965. Chacune de ses œuvres a démontré sa vision artistique audacieuse, son amour pour Shakespeare et sa capacité à transformer des budgets limités en poésie cinématographique. En tant qu'acteur, Wells a prêté sa voix grave et résonnante, et sa présence imposante à des dizaines de films, de Le Troisième Homme, 1949, dans lequel sa performance en tant que mystérieux Harry Lime est devenue emblématique, à des rôles ultérieurs dans des projets à la fois grand public et indépendants. Orson Welles s'est marié pour la première fois le 14 novembre 1934, alors qu'il n'avait que 19 ans, avec Virginia Nicholson, une aspirante actrice de Chicago. Le mariage a eu lieu à une époque où Welles était encore au début. Au début de sa carrière, plein d'ambition et de créativité, mais pas encore la figure imposante du cinéma et du théâtre qu'il allait devenir. Nicholson, qui s'intéressait elle-même aux arts et au spectacle, était attirée par le charisme de Wells, son intellect puissant et son énergie débordante. L'union du couple représentait pour Wells non seulement un engagement personnel, mais aussi la fondation d'une famille à une époque où sa réputation professionnelle se façonnait encore dans le monde du théâtre et de la radio. 4 ans plus tard, en 1938, le couple a accueilli son unique enfant, une fille nommée Christopher Wells Feder, qui deviendra plus tard auteure et experte reconnue en matière d'éducation des enfants. Les premières années de Christopher se sont déroulées dans l'orbite de la gloire croissante de son père, y compris le succès fulgurant de ses productions Mercury Theatre on the Air, et elle a grandi à la fois inspirée et éloignée de l'ombre immense projetée par sa célébrité. Malheureusement, le mariage de Wells avec Virginia Nicholson a commencé à se défaire à mesure que sa vie personnelle et professionnelle devenait de plus en plus compliquée. À la fin des années 1930, Wells avait entamé une liaison clandestine avec la séduisante actrice mexicaine Dolores Del Rio, qui était déjà une star majeure à Hollywood et l'une des premières actrices latino-américaines à atteindre une renommée internationale. Leur romance était intense et passionnée, mais elle a également semé le trouble dans son premier mariage. Lorsque Virginia a appris la relation secrète de Wells avec Dolores, la trahison a été trop dure à supporter et le mariage du couple s'est officiellement terminé par un divorce en février 1940. Cette séparation est survenue juste au moment où Wells était sur le point de créer son chef-d'œuvre cinématographique, Citizen Kane, qui allait à jamais cimenter sa réputation comme l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire. La relation de Wells avec Dolores Del Rio, bien que remplie d'affection et de compatibilité artistique, n'a pas duré éternellement. La liaison s'était poursuivie pendant plusieurs années, mais en 1943, elle avait pris fin. À cette époque, l'attention romantique de Wells s'est portée sur une autre grande star de l'âge d'or d'Hollywood, l'emblématique Rita Hayworth. Hayworth, connue comme la déesse de l'amour pour sa beauté époustouflante et sa présence magnétique à l'écran, a captivé Wells comme peu d'autres l'avaient fait. Leur relation a éclos rapidement et, en septembre 1943, le couple s'est marié lors de ce qui était considéré comme l'une des unions les plus glamour d'Hollywood. Le mariage a attiré une énorme attention du public et des médias, Wells et Hayworth devenant l'un des couples les plus en vue de l'époque. Leur fille, Rebecca Wells Manning, est née en décembre 1944, ce qui a encore entrelacé leur vie personnelle au sommet de leur gloire. Wells admirait profondément Rita, parlant souvent d'elle avec affection et respect. Mais les pressions d'Hollywood, leur carrière conflictuelle et la personnalité agitée de Wells ont mis à rude épreuve le mariage. Malgré sa sincère estime pour elle, l'union a finalement échoué. Et en 1947, le couple divorce. Leur fille Rebecca mènera plus tard une vie plus paisible, loin des lumières aveuglantes d'Hollywood, et tracera sa propre voie en tant qu'écrivain. Après la fin de son deuxième mariage, Wells a continué à s'impliquer dans de nombreuses relations,
tant personnel que professionnel, mais ce n'est qu'en 1955 qu'il s'est marié pour la troisième et dernière fois. Cette année-là, il a épousé l'actrice italienne Paola Mori, qui s'était fait remarquer pour son élégance et son talent dans le cinéma européen. Plus tard cette même année, en novembre 1955, le couple a accueilli sa fille Beatrice Wells, qui deviendra la gardienne de l'héritage de son père et jouera un rôle important dans la protection et la gestion de son patrimoine cinématographique. Contrairement à ses mariages précédents, la relation de Wells avec Paola a duré jusqu'à la fin de sa vie. Ils sont restés légalement mariés de 1955 jusqu'à sa mort en 1985, soit 3 décennies de triomphes et de défis. Cependant, la vie personnelle d'Orson Welles a toujours été complexe. En 1966, il a entamé un partenariat à long terme avec Oja Kodar, une actrice et artiste d'origine croate qui est devenue non seulement sa compagne romantique, mais aussi sa collaboratrice créative. Oja a inspiré et travaillé en étroite collaboration avec Welles sur nombre de ses projets cinématographiques et négraphiques inachevés ultérieurs, notamment The Other Side of the Wind. Leur partenariat a été profond et durable et a duré près de 2 décennies. Et bien que Welles n'ait jamais divorcé de Paola Mori, c'est avec Oja Kodar qu'il a partagé une grande partie de ses dernières années. Cet arrangement non conventionnel reflétait l'approche souvent peu orthodoxe de Welles à la vie, à l'art et à l'amour. Orson Welles était connu non seulement pour son génie en tant que cinéaste et acteur, mais aussi pour sa langue acérée et ses opinions intransigeantes. Peu d'hommes à Hollywood étaient aussi francs que Welles, qui refusait de cacher son dédain pour ceux qu'il jugeait surestimés, peu professionnels ou tout simplement insupportables à côtoyer. Bien qu'il fût capable d'un charme et d'un esprit immense, il nourrissait également un ressentiment latent envers certains acteurs qu'il considérait comme des imposteurs ou des irritants dans le monde du cinéma. Voici cet acteur qu'Orson Welles a, de manière célèbre ou infâme, détesté avec passion, ainsi que les mots cinglants qu'il a laissés derrière lui. 1. Charlton Heston. Welles a travaillé avec Charlton Heston sur La soif du mal, 1958, un projet qui reste l'un de ses chefs-d'œuvre. Pourtant, malgré l'accueil critique que le film a reçu plus tard, Welles n'avait que peu d'affection pour Heston, qu'il considérait comme rigide et limité dans sa gamme. Welles a dit un jour qu'Heston ait été un bloc de bois avec des muscles. Le studio pensait que c'était une star, mais ce n'était qu'une statue. Leur collaboration a été entachée de tensions, Heston ayant essayé de faire valoir son influence dans des domaines où Welles estimait qu'il n'avait pas à s'immiscer. Pour Welles, Heston représentait le genre de star hollywoodienne en bois qu'il méprisait. 2. Humphrey Bogart. Bien que Bogart ait été célébré comme l'un des hommes les plus durs d'Hollywood, Welles ne pouvait pas le supporter. Welles pensait que le style de jeu de Bogart était forcé et théâtral plutôt qu'authentique. Il a un jour fait remarquer, Bogart jouait toujours à être dur, mais jamais de manière convaincante. On pouvait voir la sueur derrière la performance. Welles avait peu de patience pour les acteurs qui cultivaient une image soigneusement élaborée plutôt que de s'abandonner à la vérité d'un rôle. Pour lui, Bogart était l'incarnation d'une création hollywoodienne plutôt qu'un véritable acteur. 3. Joseph Cotten. Cela peut en surprendre beaucoup, car Cotten était l'un des amis et collaborateurs les plus proches de Welles pendant les années Mercury Theatre. Cependant, leur relation s'est détériorée plus tard dans la vie. Welles est devenu amer face à ce qu'il considérait comme la trahison de Cotton lorsque Cotton a poursuivi sa propre carrière à Hollywood plutôt que de rester fidèle au projet de Welles. Joe était un ami très cher, mais il m'a abandonné lorsque les studios ont commencé à l'appeler. La loyauté comptait peu pour lui lorsque la gloire était en jeu. Bien que les deux hommes se soient quelque peu réconciliés avant la mort de Welles, il restait une amertume persistante dans les propos de Welles concernant les choix de Cotton. 4. Laurence Olivier. Welles respectait la brillance technique d'Olivier, mais il n'aimait pas son ego et ce qu'il considérait comme l'obsession d'Olivier pour la perfection au détriment de la vérité. Olivier était tout en technique, sans âme. Il pouvait jouer les rois, mais il ne pourrait jamais jouer les hommes. Pour Welles, le jeu d'acteur était une question d'humanité brute, de se mettre à nu,
tandis que le style très maniéré d'Olivier lui semblait artificiel. Les deux hommes étaient rivaux dans le monde de l'interprétation shakespearienne, et Wells n'a jamais pardonné à Olivier d'avoir été salué comme le suprême interprète du barde. 5. John Houseman. Bien que n'étant pas principalement connu comme acteur, Houseman a travaillé en étroite collaboration avec Wells au début du Mercury Theatre. Leur partenariat s'est terminé dans l'amertume et Wells a nourri ce ressentiment pendant des décennies. Lorsque Houseman est apparu plus tard dans des films tels que The Paper Chase, Wells a raillé l'idée qu'il soit pris au sérieux en tant qu'acteur. Houseman était un bureaucrate qui prétendait être un artiste. Il a toujours été meilleur dans la paperasse que dans la performance. Leur querelle est devenue légendaire et Wells s'est assuré que son dédain pour Houseman soit largement connu. 6. Richard Burton. La personnalité plus grande que nature de Burton et sa carrière shakespearienne auraient pu faire de lui un esprit apparenté à Wells, mais au lieu de cela, les deux hommes se sont heurtés par leur tempérament et leur philosophie. Wells a rejeté les performances de Burton comme étant complaisantes et gâchées par son penchant notoire pour la boisson. Burton hurlait ses répliques et pensait que le volume était une émotion. Il a confondu l'excès avec la grandeur. Wells, qui aimait lui-même les grands gestes théâtraux, estimait néanmoins que Burton manquait de discipline et de vérité, réduisant Shakespeare à un mélodrame. 7. Joan Fontaine. Wells a également gardé une rancune contre Joan Fontaine, avec qui il a travaillé sur Jane Eyre en 1943. Il l'a trouvée froide, difficile et dédaigneuse de sa direction. Fontaine était un iceberg qui n'a jamais fondu. Jouer avec elle, c'était comme réciter des répliques à une statue de marbre. Leur tension sur le plateau était palpable, et Wells n'a jamais pardonné ce qu'il considérait comme son manque de générosité en tant qu'actrice. Il croyait qu'elle vidait les scènes de leur vie et lui en voulait pour son attitude de diva hollywoodienne. Les opinions d'Orson Welles étaient souvent dures, mais elles révélaient aussi profondément sa propre philosophie artistique. Il appréciait la vérité, le risque et l'humanité brute dans le jeu d'acteur, et il n'avait aucune patience pour la vanité, l'artifice ou la déloyauté. Bien que certaines de ses critiques puissent sembler injustes, elles démontrent l'esprit fougueux d'un homme qui vivait pour son art et refusait de faire des compromis. Pour Wells, détester passionnément n'était qu'une autre façon de montrer à quel point il se souciait du métier du cinéma. Wells est décédé le 10 octobre 1945 après avoir subi une crise cardiaque. La veille, il avait enregistré sa dernière interview dans l'émission de télévision syndiquée, The Merv Griffin Show. En rentrant chez lui, il a travaillé jusqu'aux premières heures du jour, tapant des indications scéniques pour un tournage qui était prévu pour le lendemain. Tôt le matin, il a encore été retrouvé mort par son chauffeur. Conformément à ses dernières volontés, sa dépouille mortelle a été incinérée et de brèves funérailles privées ont eu lieu.